Je me suis rendu compte qu'on pouvait parfaitement vivre sans manger de la viande et du poisson et que peut-être même, sans doute même, c'était préférable pour la santé. Bien ben voilà, vous avez, j'imagine, reconnu un certain nombre de comportements alimentaires qui sont peut-être le vôtre. En tous les cas, on va parler ce soir alimentation. D'abord, bonsoir à tous, bonsoir Anne. Bonsoir à tous, bonsoir Robert. Alimentation donc, et vous l'avez compris, non pas pour parler régime comme on le fait régulièrement aux alentours du mois de mars ou du mois d'avril, mais pour se poser la question de savoir s'il y a réellement un rapport entre alimentation et santé, et surtout alimentation et bonne santé ou mauvaise santé. Est-ce qu'il y a effectivement des aliments qu'on mange tous les jours et qui peuvent éventuellement être et constituer un facteur de risque supplémentaire en matière de cancer, en matière cardiovasculaire ou pour la peau? Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des aliments qui éventuellement nous protègent et peuvent même peut-être améliorer notre espérance de vie? Ce sont des questions qui se posent très quotidiennement maintenant à Anne à travers de nombreux articles de presse. Et je crois qu'il est bon ce soir de faire le point. Oui, je crois qu'effectivement, on ne manque pas de conseils dans le domaine diététique. Alors ce soir, on va essayer de mettre un petit peu bon ordre dans certaines idées reçues que l'on nous donne chaque jour. Alors, effectivement, je dirais qu'il n'y a pas une semaine, un jour où on ne vous donne pas des conseils sur tel ou tel aliment. Les uns seraient bons pour vous protéger de l'infarctus, les autres pour le cancer, pour n'en citer que quelques-uns. On nous a vanté les vertus des brocolis, des carottes, de l'ail et l'oignon. Maintenant, c'est le tour du thé, du café, d'autres boissons et même du vin rouge, car figurez-vous, le vin rouge aurait des vertus thérapeutiques pour faire baisser le cholestérol, mais ça, on y reviendra en cours d'émission. Vous avez essayé ça? Je vous répondrai pas. Moi, le vin rouge, c'est pas mauvais, ceci dit. surtout pendant les fêtes. Mais à l'inverse, c'est vrai aussi qu'on nous met en garde régulièrement contre certains comportements alimentaires peut-être un peu excessifs, notamment les aliments qui contiendraient trop de graisse. Mais de quelle graisse s'agit-il? De trop de sucre. Et effectivement, ces aliments, à ce moment-là, pourraient nous provoquer un certain nombre d'ennuis sérieux pour la santé. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, faut-il se méfier de la viande rouge dont on a dit tant de mal, des fromages qui seraient effectivement trop gras, de certaines pâtisseries, notamment de pâtisseries industrielles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir en vous proposant donc de faire le tri dans tous ces aliments qu'on nous propose et que nous mangeons quotidiennement pour y voir plus clair sur ce qu'on peut manger avec plaisir, car je crois qu'il s'agit avant tout de plaisir et surtout de pouvoir le manger sans culpabilité, Robert. Alors nous allons le voir avec de nombreux invités, de nombreux spécialistes qui sont autour de nous, essentiellement des spécialistes de la nutrition, mais aussi des cardiologues, des cancérologues et des dermatologues, puisqu'on parlera effectivement aussi des problèmes de la peau. Alors, je ne sais pas si c'est le résultat de vos travaux, messieurs, mais en tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est que les Français, apparemment de manière très nombreux maintenant et de manière très majoritaire, sont tout à fait convaincus qu'il y a bien un rapport entre l'alimentation et la santé. En tous les cas, si l'on croit un sondage réalisé par l'IFOP pour Santé à la Une avec Top Santé, eh bien 92% des personnes interrogées estiment qu'il y a un lien très étroit entre alimentation et santé. Alors le problème, c'est de savoir quel lien. Et ils ne savent pas toujours très bien précisément quelle hygiène alimentaire, quel comportement alimentaire adopter plutôt pour que ce soit un aspect bénéfique et pas un aspect nocif. Alors c'est ce que nous verrons dans un instant, après la publicité, en commençant, noblesse oblige, compte tenu des fêtes qui viennent de s'écouler, par un très joli reportage sur le chocolat. A tout de suite. Pour retrouver juste ce qu'il faut de nature et de minéralité. Au minéral Valvert, l'eau à l'état sauvage. Whatever happens, happens. Find yourself in the gutter in our lonely part of town. With
Je mange du chocolat quand je suis contente, je mange du chocolat quand je suis anxieuse, je mange du chocolat quand j'ai envie de me faire plaisir, quand j'ai un travail important à faire. J'aime le chocolat. Alors, aiguisez vos palais, choisissez bien. Moi, j'aime beaucoup les ganaches, donc je suis intéressée. Je crois que je vais surtout comparer les chocolats qui ont des ganaches, c'est-à-dire, vous savez, ce mélange de crème et de cacao, de chocolat. Et j'aime moins les pralins et j'aime moins ceux qui ont un mélange avec du biscuit. Par exemple, celui-là me plaît beaucoup moins parce que je trouve que c'est plutôt un bonbon sucré qu'un chocolat. Quels sont les principes du club des croqueurs de chocolat? Les principes, c'est avant tout la satisfaction personnelle et accessoirement la promotion du chocolat de qualité. Mais au départ, c'est une dégustation de chocolat, une dégustation comparée de chocolat. Nous choisissons un thème, alors quelquefois c'est des tablettes de chocolat, quelquefois ce sont les bonbons de chocolat, ou une autre fois ce seront les éclairs au chocolat ou les sorbets, et on compare des produits qui viennent de fabricants différents. Quand on se retrouve là, en même temps c'est tellement cocasse d'un certain côté, c'est un thé chez les fous un peu, mais en même temps c'est très sérieux. Et donc nous sommes unis par ce clin d'œil complice. On se prend au sérieux, on ne se prend pas au sérieux. Voilà ce qu'il a de caractéristique ce club. C'est le club le plus anglais de France, je crois, par ce côté cocasse. Alors on peut mettre le A truffe ou le A praliné, on peut mettre... Ah voilà, moi je vais mettre plein de trucs. Qu'est-ce qui vous permet de différencier un chocolat de qualité d'un mauvais chocolat? Alors mon test, qui n'engage que moi, parce que je ne voudrais pas être prétentieux, il faut qu'un chocolat soit lisse, il ne faut pas qu'il soit sucré, il ne faut pas qu'il soit gras, et il faut que lorsque vous avez mangé un chocolat, vous ayez une longueur en bouche qui fait ressortir les cacaos, mais jamais les sucres, ni l'âcreté, ni les acidités, ni l'astringence que porte souvent un chocolat. Pour quelle raison avez-vous choisi de faire partie de ce club des croqueurs de chocolat? Je n'ai pas choisi. J'ai l'impression de faire partie depuis toujours du chocolat. Le chocolat pour moi c'est un objet de désir, c'est un objet de plaisir, c'est quelque chose qui m'est totalement nécessaire, complètement nécessaire. C'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. J'aime les très 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 bons chocolats et j'aime les très très mauvais chocolats. C'est-à-dire tout ce qu'il y a du marshmallow à l'intérieur, du nougat, des noisettes, des choses, ce que j'appelle les chocolats dégoûtants, mais qui sont tellement bons parce que c'est tellement bon au palais, c'est tellement un chocolat enrobé de nougat. Avec un très bon nougat, c'est fantastique, c'est sublime. Et un très bon chocolat en tablette, un très bon chocolat noir, de très bonne qualité, c'est aussi complètement délicieux, complètement formidable. J'ai découvert les propriétés très importantes pour un écrivain du chocolat, puisque à la fois il est dynamisant, il est apaisant. Donc quand je me mets à écrire, j'ai le trac, et donc le chocolat me donne de l'énergie, apaise mon trac. C'est vrai qu'on a découvert dans le chocolat des molécules qui sont tranquillisantes, mais en même temps qu'un tranquillisant, il est un formidable dynamisant. Je crois d'ailleurs qu'il contient du magnésium, et quand je suis en période d'écriture, je peux avaler des quantités impressionnantes de chocolat. Je prends du chocolat noir qui est très fort en cacao, et ça ne me fait pas prendre un gramme. Donc on peut très bien être un grand amateur de chocolat sans avoir mal au foie. Je vous assure que mon foie entre en très bon état, et sans peser un gramme, je pèse 43,5 kg. Ce chocolat est un compagnon de travail, une gourmandise, mais est-ce que ça représente pour vous quelque chose de plus? Oui, c'est la magie de l'enfance. Vous savez, un romancier, dans le fond, c'est un enfant qui veut se faire peur, se surprendre. Moi, je suis restée la petite fille qui, le soir, retire la couverture au-dessus de son nez et essaie de se raconter une histoire qui va transformer le monde, vous voyez, qui va bien lui faire peur, qui va bien la faire rire, qui va bien la faire pleurer. Bon, j'ai toujours 4 ans, et chocolat, il est associé à mes 4 ans. C'est ça qu'il a de commun avec la littérature. Et de toute façon,
façon, quand j'ai eu 40 ans, j'ai décidé que j'avais 4 ans. Donc je crois que je vais avoir 4 ans au moins pendant 10 ans. Après, j'aurai 5 ans et j'espère ne jamais avoir 20 ans. Parce que ça ferait 200 ans, ce serait parfaitement stupide. Donc je resterai mariée à tous les plaisirs de l'enfance et notamment au plaisir du chocolat. Et comme on comprend, Irène Frein, d'aimer le chocolat, et je dois dire que si on est quelques-uns peut-être en avoir abusé pendant les fêtes, et même qu'on le regrette un petit peu, notamment sur le plan de la ligne, il faut dire que le chocolat a des vertus. Et vous avez entendu, elle parlait de magnésium, de vertus anti-trac. Alors moi, je vais me tourner vers un nutritionniste, Jacques Fricaire. Est-ce que le chocolat, sincèrement, médicalement, a des vertus thérapeutiques? Des vertus thérapeutiques, non pas vraiment. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça calme. Ça calme pour 3 raisons. D'abord, ça contient du sucre. Et le sucre, en fait, a des vertus effectivement calmantes. Et nos grands-mères avaient l'habitude, avant d'aller se coucher, de prendre un thé au miel, un lait au miel, pardon, un lait chaud au miel. Ça fait sécréter l'insuline et ça calme. On s'endort plus facilement, on est plus vite calme. Par ailleurs, ça contient effectivement des molécules qui, par leur impact propre, calment, donc indépendamment du sucre. Et enfin, si on aime ça, tout le monde n'aime pas ça, mais si on aime ça, et je crois qu'on en a tous beaucoup profité ces derniers jours, lorsqu'on aime un aliment, et lorsqu'on aime le chocolat, eh bien, le cerveau fabrique d'autres molécules qui ressemblent un peu à l'opium, en fait, des opiacés, et qui elles-mêmes calment. Donc tout ça explique que finalement, pour beaucoup de personnes, le chocolat détend. Mais alors ça expliquerait qu'il y a une dépendance au chocolat, si vous dites que c'est comme un opiacé. Il peut y avoir une dépendance, il peut y avoir presque des boulimies au chocolat. Alors si on mange 1 ou 2 tablettes au chocolat, des chocolats de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose un problème, c'est si ça remplace complètement le repas, et tout le repas, ou beaucoup. Et puis lorsqu'on a pas mal de problèmes de poids, à ce moment-là, 2-3 carrés par jour, oui, mais pas la tablette. Pourtant, il est dit que le chocolat noir ne fait pas grossir, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une légende. C'est une légende. Bon, alors vous voyez, décidément, il faut culpabiliser quand on mange. Alors en même temps, bon, vous dites que le chocolat a des vertus thérapeutiques, mais moi j'ai souvent entendu dire, enfin on a tous souvent entendu dire que le chocolat aussi pouvait donner la migraine, pouvait donner la crise de foie, encore que la crise de foie n'existe pas, et pouvait aussi donner des boutons ou de l'acné. Alors qu'est-ce qu'il en est, Monsieur Fricaire, en tout cas pour la migraine et la crise de foie? Et on se tournera vers M. Dubertret. Pour la migraine, ça peut effectivement entraîner des migraines, mais il y a d'autres aliments qui peuvent le faire. Et là, c'est très individuel. Il y a certaines personnes qui vont réagir au chocolat en faisant une migraine, d'autres, ça sera au fromage ou à d'autres aliments. Et à ce moment-là, si c'est le cas, il vaut mieux ne pas en prendre. Pour ce qui est de la crise de foie, c'est pas le chocolat lui-même, c'est plus le fait de manger gras qui entraîne, on se sent ballonné, on ne se sent pas bien. Alors, il y a des graisses dans le chocolat, donc si on en mange beaucoup, on peut avoir une crise de foie. Mais ça serait la même chose si on mangeait un autre aliment très gras, en grande quantité. Monsieur Dubertret, est-ce que le chocolat est mauvais pour la peau? Bon, on dit que la peau, c'est le reflet de la santé. Alors si on a mangé trop de chocolat, est-ce que c'est vrai qu'on peut se faire une belle crise d'urticaire ou en l'occurrence accélérer l'acné chez nos adolescents? Alors très souvent dans le traitement de l'acné, autrefois en tout cas, le régime tenait une place importante et on privait ces malheureux adolescents de toutes sortes de choses et bien entendu des choses qu'ils aimaient beaucoup. Or, en fait, il n'y a aucune raison de donner un régime anacnéique. Par contre, il est certain que dans un petit nombre de cas, eh bien, quelqu'un qui souffre d'acné vous dit « lorsque je mange tel aliment, ça aggrave mon acné ». Alors je dis « si ça aggrave votre acné, eh bien supprimez-le ». Mais c'est quelque chose de complètement individuel, c'est quelque chose de rare et c'est quelque chose qui ne repose que sur l'auto-observation. Donc je crois que l'époque des régimes sévères et tous azimuts donnés en dermatologie est révolue depuis longtemps. Mais l'auto-observation reste quelque chose de tout à fait important. Alors, au-delà du chocolat, Monsieur Dubertret, on est bien parti là, parce qu'on va voir, on va passer en revue, je crois, dans le détail. Il le faut d'ailleurs un certain nombre d'aliments pour comprendre quels sont leurs effets ou bénéfiques ou au contraire des effets relativement nocifs. Mais plus généralement et globalement, moi j'ai été frappé par le sondage qu'a fait l'IFOP pour Santé à la Une avec Top Santé. Il indique que une très large majorité de Français, 63%, estiment qu'on mange encore plutôt moins bien qu'auparavant, contre 28% seulement qui considèrent qu'on a une alimentation plus saine qu'il y a une dizaine, 20 ans ou 30 ans. Moi ça m'a un petit peu étonné. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Fricaire? Non, actuellement on mange bien, bien. Est-ce qu'on mange mieux qu'auparavant, qu'il y a 20 ans ou 30 ans? Est-ce qu'on mange plus Oui, on a plus de choses à manger d'abord. Il y avait avant des problèmes de carence, parce qu'il y avait certains aliments dont on ne disposait pas. Il y avait un manque de viande, un manque de poisson ou autre, un manque de légumes. Actuellement on en mange plus, donc tout ça est relativement positif. Et je dirais que la façon dont on mange en France n'était pas mauvaise il y a 30 ans et continue à être bonne, voire excellente en ce moment. En fait, le risque, ça serait de changer cette alimentation qui est basée sur 3 repas. Et ça serait non pas de manger d'autres aliments, mais de manger autrement, de ne plus manger de repas structurés et de se mettre à grignoter toute la journée, un peu comme le font les Américains.
avec des conséquences néfastes au niveau cardiaque, au niveau également de la corpulence. Donc on mangeait bien, mais on continue à très bien manger en France, globalement. Alors bon, on a bien compris qu'il est important de faire 3 repas par jour pour avoir une alimentation équilibrée, mais ça on y reviendra tout au cours de l'émission. Dans la mesure où effectivement le thème de ce soir c'est la relation alimentation et santé, je crois que la première chose qu'on a envie de savoir avec toutes les informations qui nous tombent dessus régulièrement, c'est quels sont les aliments qui sont bons et qui nous protégeraient contre certaines maladies, que sont, je pense évidemment en premier lieu aux maladies cardiovasculaires et bien entendu au cancer. Qu'est-ce qui veut répondre? Cancer, peut-être, M. Joyeux. Monsieur Joyeux. Concernant le cancer, nous avons aujourd'hui des études épidémiologiques nombreuses, sérieuses, qui montrent qu'il y a des relations entre, je dirais, une surnutrition. C'est sûr que nous mangeons mieux, mais le problème, c'est qu'il y a parfois des excès. Et c'est dans ces excès que nous allons retrouver ces anomalies qui peuvent créer à la longue, progressivement, des anomalies cancéreuses. Et 3 localisations sont actuellement, si vous voulez, en pointe. Le cancer du sein pour la femme en post-ménopause, donc après 50 ans, les cancers du côlon et du rectum et le cancer de la prostate. Monsieur Joyeux, quels seraient les aliments qui nous protégeraient de ces types de cancers? Pour simplifier, les études actuelles montrent qu'il faudrait choisir des régimes de tendance méditerranéenne, c'est-à-dire consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, moins de viande, pas de viande. Il ne s'agit pas de dire on ne mange plus de viande, mais s'orienter plus vers des viandes blanches que rouges, davantage donc de produits alimentaires venant de la nature et qui soient les moins abîmés possibles par la cuisson. Donc voilà, si vous voulez, en résumé très rapide, ce qu'il faudrait dire. Mais il faudrait prendre les glucides, les lipides, tous les aliments les uns après les autres. Un petit peu plus loin, parce que là, vous avez dit plutôt ce qu'il fallait faire, oui. Mais Anne vous demandait, est-ce qu'il y a des aliments qui ont vraiment été identifiés comme cancérigènes, entre guillemets, et constituant des facteurs de risque supplémentaires pour les cancers que vous citez, du sein, du côlon Ce ne sont pas des aliments en eux-mêmes, sauf si vous parlez des benzopyrènes, c'est-à-dire le noir qui est sur la viande lorsqu'elle est passée au barbecue. À ce moment-là, vous avez un produit qui peut être cancérigène à la longue, ou des produits qui sont destinés à protéger l'aliment et qui, au fond, risquent de ne pas protéger la santé de l'homme. Mais là, ce n'est pas l'aliment en tant que tel, c'est inhérent au mode de cuisson, voilà. Et ça, on y reviendra. Monsieur Ducardonnet, alors là, c'est au cardiologue que je m'adresse. Est-ce qu'il y a des aliments qui semblent avoir des vertus intéressantes? Oui, je dirais que l'approche pour le cardiologue est un petit peu différente, c'est-à-dire que nous sommes souvent nommés comme censeurs par rapport au cholestérol, et ce cholestérol nous permet d'identifier un certain nombre de populations à risque. Il y a des aliments qui contiennent du cholestérol. Voilà. Alors quels sont ces aliments? Alors les aliments les plus riches en cholestérol, il y a l'œuf tout simplement. Déjà le jaune d'œuf est quelque chose qui est très concentré en cholestérol. Les cervelles sont connues également. Et puis les abats, la charcuterie, les charcuteries apportent un certain nombre de structures qui vont enrichir ce cholestérol, car en fait c'est une grande famille. Si j'ai bien compris, aucun aliment n'est véritablement dangereux. Disons qu'il y en a un certain nombre qui peuvent être un peu plus nocifs que d'autres. Alors, à l'inverse, là je vais me tourner vers Jean-Marie Bourg. On est parti pendant des années en guerre contre le gras. On savait que manger gras, manger des aliments qui avaient un certain taux d'acide gras, c'était pas bon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les aliments gras sont à bannir ou il faut faire quand même une légère différence? Non, il faut faire très attention, il faut faire une différence. Parce que, en réalité, la vie est strictement impossible sans les graisses. Pourquoi? Parce que notre corps est constitué de millions, de milliards de petites entités vivantes qu'on appelle des cellules. Et ces cellules, ce sont des sortes de petits sacs. Et ces petits sacs sont bordés par une toile qu'on appelle une peau, qui est une membrane biologique, qui est très exactement un film d'huile à la surface d'un liquide. Donc vous voyez tout de suite que sans les graisses, la vie est strictement impossible. Alors le problème est de choisir les graisses. Oui, parce que c'est ça, il y a des bonnes graisses quand même et des mauvaises graisses. On ne peut pas condamner de prime abord les œufs, sûrement pas, condamner les abats, sûrement pas. Car en réalité, le cholestérol qui s'accumule dans nos artères, il est fabriqué par nous-mêmes. En partie. En partie par nous-mêmes, pour les 3/4 au moins. Et ce cholestérol, il est en relation avec les graisses saturées. C'est-à-dire que nous avons dans l'alimentation. C'est-à-dire ce sont des graisses qui sont plutôt animales. On les trouve dans le beurre, par exemple, de manière très très importante. On les trouve en quantité très faible dans la viande, contrairement à ce qu'on a tendance à dire. Bon, mais alors, je vous demandais comment faire la différence entre les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Alors, on a compris que, disons que les mauvaises graisses, c'est ce qu'on appelle les graisses saturées, qu'on va trouver donc dans le monde animal plutôt. Mais quelles sont les bonnes graisses? Est-ce que, par exemple, prendre une salade assaisonnée à l'huile de soja ou à l'huile de tournesol, là, c'est ennuyeux?
Non, au contraire, vous avez parfaitement raison, puisque ces bonnes graisses, ce sont des graisses insaturées, on les trouve essentiellement dans les huiles végétales. Et il faut bien choisir la bonne huile végétale qui apporte simultanément ces bonnes graisses qui portent les noms barbares d'acide linoléique et acide alpha-linolénique. Et comme vous le disiez à l'instant, l'huile de soja, comme l'huile de colza, comme l'huile de noix ou l'huile de germe de blé apportent simultanément ces deux acides gras polyinsaturés dont nous avons besoin. Donc la sauce de salade, il n'y a pas de problème, on peut en mettre. Il faut en abuser à condition qu'elle soit polyinsaturée. Manger nature. À l'inverse, il n'y a pas des graisses dont il faut se méfier et qu'on va trouver dans l'alimentation. Mais là, évidemment, je sais pas, moi je pense par exemple aux biscottes ou aux petits gâteaux industriels. On ne va pas regarder la composition et on ne pense pas qu'on mange un produit gras. Et là, vous avez raison, parce qu'en fait, on a tendance à considérer qu'en supprimant les produits animaux, on va réduire la consommation en graisse. Et là, l'erreur est gigantesque. Car maintenant, 80% des graisses que nous consommons sont trouvées de manière cachée dans les viennoiseries, dans les gâteaux, dans les biscottes dont vous parliez tout à l'heure. Tout le courrier qu'on a reçu le montre abondamment, c'est qu'en fait tout le monde est un peu perdu compte tenu de la masse d'informations que l'on reçoit et que nous-mêmes d'ailleurs nous diffusons sur ces questions et sur ces aliments, avec à chaque fois des aliments extrêmement précis. Je vais vous donner 2-3 exemples, j'en profite pour remercier ceux qui nous écrivent. Et j'indique que 10 d'entre eux seront tirés au sort et on se permettra de leur offrir un abonnement à notre partenaire Top Santé. Donc, dans ce courrier que vous nous envoyez, il y a notamment des questions extrêmement précises sur le café. Et à peu près le contraire de tout a été dit sur le café. Alors moi, j'ai envie de vous la poser, la question sur le café. C'est bon pour le cœur, c'est mauvais pour le cœur, ça donne le cancer associé au lait, ça donne pas le cancer. Très récemment, avant les vacances de Noël, on nous a expliqué que quand on en prenait avant de concevoir un enfant, une femme risquait de faire une fausse couche de manière plus importante. Bon, alors le café, qui veut répondre sur le café? Monsieur Fricker. Oui, alors en 2 mots, le café en fait est à restreindre lorsqu'on a des problèmes cardiaques, parce que ça risque d'entraîner des troubles du rythme cardiaque qui risquent de battre la chamade lorsqu'on est sujet à cela. Chez les autres personnes, il n'y a pas d'inconvénient. Ce qui a été mis en cause au niveau de l'excès de cholestérol, c'est le café à la turque, le café qu'on fait bouillir avant de le boire. Lui ne semble pas très favorable au point du cholestérol. Le café que l'on boit habituellement en France, café filtré, là, il n'y a pas de problème, sauf donc à dose importante, plus de 3-4 tasses, chez les gens qui ont des problèmes cardiaques au niveau de leur rythme. Ouais. Monsieur Joyeux, moi je me souviens avoir lu assez fréquemment que le café, je le disais il y a un instant, associé au lait pouvait être une mauvaise chose. Il y a des études qui avaient parlé du café, de certains cancers du tube digestif. En réalité, oui, voilà, les derniers résultats ont permis de dire que ce n'était pas du tout prouvé. Je crois qu'il faut être modéré dans la consommation de café et que dans la mesure où on prend 1, 2 ou 3 cafés par jour maximum, il n'y a aucun danger. En tous les cas, dans la série des bêtes noires, je dirais, des médecins, et là c'est M. Bourg peut-être qui va nous répondre, il y a les sucres. Alors on a mis beaucoup en cause les sucres, mais quand on parle de sucre, il y a aussi 2 sortes de sucres, et il y en a qui sont quand même notamment indispensables à l'irrigation du cerveau. Alors je crois que les sucres rapides, vous allez nous expliquer où on les trouve, là sont peut-être moins bons, mais les sucres lents sont intéressants. Alors effectivement, pour les sucres, c'est une vieille histoire qui dure depuis de très nombreuses années. On a tendance à raccourcir en parlant de sucre lent et de sucre rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un morceau de sucre tout seul, ce morceau de sucre... Et l'autre qui court lentement. Ça, c'est toujours ce que j'ai compris quand on il va parle plus ou moins vite dans le rapide. sang, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si vous prenez un morceau de sucre, il va rapidement passer l'estomac, se retrouver presque instantanément dans l'estomac pour parvenir au sang. Le sang n'en a pas besoin puisque vous n'êtes pas en train de pédaler, c'est-à-dire en train de dépenser de l'énergie. Votre organisme va se dire qu'est-ce que j'en fais? Je n'ai que d'autres solutions que de le stocker, donc il va sécréter de l'insuline qui va permettre à ce sucre de se transformer en graisse. Ce faisant donc, le meilleur moyen de faire du gras, c'est de manger de ce sucre rapide quand on n'en a pas besoin. On trouve dans quel type d'aliment alors? Alors c'est des sucres rapides, et là je vais peut-être vous effrayer. Dans les boissons sucrées, savez-vous combien il y a de morceaux de sucre? Non. Dans 1 litre de boisson sucrée, il peut y avoir jusqu'à 30 morceaux de sucre. Donc vous voyez on boit du sirop. Non, c'est une boisson sucrée. Donc ça c'est plutôt des interdits quand même. Il y a quand même quelques... Alors maintenant on est passé au light depuis. Mais vous voyez la situation. Il y a combien de morceaux de sucre dans le light à votre avis? Alors il n'y en a plus, puisque ça a été remplacé par autre chose, qui donne le goût du sucré. Mais vous voyez cette situation un peu ridicule, où par une chaude soirée d'été, vous buviez pas loin d'1 litre de boisson sucrée, qui vous amenait 30 morceaux de sucre, et ensuite vous preniez votre café décaféiné ou non, nous parlions tout à l'heure, et dans ce café vous mettez une sucrète. C'est une soirée d'enfer que vous nous décrivez là, dis-donc. Alors non, mais c'est pour dire... Comment on va finir au régime? C'est pour dire qu'il faut faire attention. Donc ces sucres rapides... le whisky, quand même, on en parlera peut-être. Oui, et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas
d'alcool et il meurt quand même. Donc c'est bien la preuve que l'eau est dangereuse, comme disait un humoriste. Donc ces sucres à distribution rapide, il faut en manger évidemment. On en a besoin en permanence pour que notre organisme ait l'énergie dont il a besoin. Il y a en revanche les sucres à distribution lente. Le plus bel exemple, ce sont les pâtes alimentaires qui sont d'excellents aliments comme le pain, puisque ces pâtes vont rester longtemps dans l'estomac. Elles vont petit à petit passer dans l'intestin, c'est-à-dire qu'on retrouvera ce sucre qui est toujours le même, qu'on appelle la molécule de glucose, on va la retrouver petit à petit dans le sang. Et donc notre cerveau aura à sa disposition en permanence ce sucre dont il a besoin. Donc il faut réduire considérablement. C'est vrai l'idée que les pâtes activent les cellules du cerveau et rendent plus intelligent. Un bon plat de fettuccine, pas que vous êtes plus intelligent. C'est vous qui dites qu'elles rendent plus intelligents. Je n'ai pas dit qu'elles rendaient plus intelligents, j'ai peut-être dit qu'elles évitaient de devenir plus bêtes. Je ne sais pas. Mais alors, attendez, moi j'ai envie de vous poser une question. Ça fait grossir. Voilà, exactement. Non. Comment les pâtes, ça ne fait pas grossir, monsieur? Non, comme disait Coluche, je vais maigrir, j'ai arrêté de manger du pain avec mes nouilles. Alors il vaut mieux conserver les nouilles et voilà, exactement, avec une goutte d'huile de noix, et là c'est parfait. Ou d'huile d'olive, c'est parfait. Bon, tiens, alors, on fait les pâtes pour être intelligent. C'est vrai que enfin pas forcément les pâtes, mais les glucides lents en général, les féculents, les pâtes, le riz, les lentilles et autres, devraient consister à la base de notre alimentation. Et c'est autour de ça qu'on devrait en fait organiser nos repas, à la différence de ce qu'on fait. J'aimerais revenir un petit peu sur le sucre. Il est vrai que le sucre entre les repas est totalement évité. Ou si on boit le litre de soda sucré, à ce moment-là, il faut danser pendant 2-3 heures pour l'éliminer d'une certaine façon. Là, il n'y aura pas de problème. Mais il faut faire une distinction avec le dessert sucré en fin de repas. Le sucre en fin de repas devient un sucre lent. Il se mélange, il va être arrêté en quelque sorte par les légumes, par tout ce qu'on aura mangé du reste. Et du coup, à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Donc le sorbet ou le dessert sucré en fin de repas, oui. Mais les aliments sucrés ou les sodas entre les repas, non. Voilà, ça va contre toutes les idées reçues, alors vive le dessert. Dans les régimes, on dit toujours qu'il ne faut pas manger de dessert. Souvent, il ne faut pas manger de dessert. Eh bien, souvent, on pourrait en prendre. Donc c'est une erreur, encore une erreur. Il ne faut pas grignoter. Alors, il ne faut pas grignoter, oui, mais ça, je crois qu'on l'a dit souvent dans les émissions concernant les régimes. Alors, il y a quand même un aliment, tout du moins une boisson dont j'aimerais bien que l'on parle. Il s'agit du vin rouge. Je crois qu'en France, on aime bien boire un petit peu de vin rouge. Et d'ailleurs, ça fait partie même d'un des paradoxes. On appelle ça le French paradox. Il paraîtrait, en tout cas, que nous avons une mortalité, nous, Français, qui aimons bien manger riche, un peu gras, qui aimons un peu le vin rouge, une mortalité moins dans le domaine des maladies cardiovasculaires que les Américains ou que les habitants d'Europe du Nord. Vous dites un peu le vin rouge, parce qu'en France, on aime beaucoup le vin rouge. Il faut dire les choses comme elles sont. Tout le monde ne boit pas énormément. C'est quand même le premier pays du monde consommateur de vin rouge. Alors, docteur Ducardonnet, vous êtes cardiologue, le vin rouge, alors, on peut en boire. Est-ce qu'il a franchement des vertus thérapeutiques? Moi, j'ai même été jusqu'à lire qu'il faisait baisser le cholestérol. Alors, comme vous l'avez dit, en fait, ce sont les Américains qui ont été un petit peu intrigués par des habitudes alimentaires qui, logiquement, auraient dû amener à peu près au même risque. Et en fait, ils ont identifié, dans des études portant sur un grand nombre de populations, le fait que le vin, mais le vin à faible dose, puisque dans les études rapportées, on dit 2 verres de vin. Donc 2 verres de vin par jour, ça fait un chaque repas, ça vous ventilez comme vous le souhaitez. Mais à partir de là, on a en effet une répercussion positive sur les graisses. Donc là, on a en effet un effet bénéfique. Le seul problème, c'est qu'on a dit 2 verres de vin par jour et qu'ensuite, il y a tous les autres appareils. Donc là, regardez uniquement sous cet angle, en effet, le vin et pas forcément les autres alcools. Car quand, dans des études européennes qui ont comparé par exemple le nord au sud, et où le nord, en fin de compte, la bière est par exemple plus utilisée, eh bien on ne retrouve pas forcément le même effet bénéfique. Monsieur Ekberg. Il ne faut quand même pas oublier que le vin à forte dose est quelque chose qui est responsable en France d'un très gros problème de santé publique. Ça, c'est la prudence des médecins, là, quand même. Alors, effectivement, en tout cas, nous allons aborder dans cette deuxième partie, je dirais, les régimes. C'est vrai qu'on est un certain nombre à adopter des régimes, des habitudes alimentaires différentes. Je pense notamment aux végétariens, aux végétaliens, aux macrobiotes, ou tout simplement à faire des régimes parce que l'on souhaite maigrir, ou à faire des régimes parce que l'on souhaite se sentir mieux. Mais toute la question qu'on peut se poser, que ce soit ces principes de vie ou ces régimes amaigrissants, c'est de savoir s'il n'est pas dangereux d'abandonner tel ou tel aliment. Alors pour commencer cette enquête, nous sommes allés à la rencontre de végétariens. Moi, je n'aime pas manger de viande plus de 2 fois par semaine.
Je me sens beaucoup mieux l'après-midi, beaucoup plus légère, je peux davantage faire d'affaires, je me sens l'esprit beaucoup plus clair, je n'ai pas de problème digestif et bon, sur point santé, je pense que c'est nettement mieux. Voilà, mais je ne suis pas végétarienne. Cela fait un mois que vous êtes végétarien. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer votre mode alimentaire? Eh bien, je me suis retrouvé dans un service cardiovasculaire, en réanimation. Et à ma sortie, mon médecin m'a dit, il faut absolument changer votre alimentation. C'est-à-dire, je mangeais, on peut dire comme bien des gens, des steaks bleus, des frites. Enfin, il a fallu que je trouve, comme je n'avais plus le droit au beurre, je n'avais plus le droit à des tas de choses, il a fallu que je trouve dans des restaurants adéquats. Et je suis rentré là par hasard. Le premier jour, j'étais un peu surpris. Par exemple, je ne connaissais pas, je connaissais plus le vrai goût des carottes, parce qu'on en mange très peu dans les restaurants. Si vous commandez un steak avec des carottes cuites à l'eau, on vous regarderait. Hein. Non, c'était vraiment, j'ai découvert aussi des crudités qu'on mange toujours très assaisonnées avec de l'huile, du vinaigre. Ici, c'est vraiment, c'est un autre mode de vie pour moi. Je trouve que c'est formidable. Aujourd'hui, on a du boulgour, ce qu'on appelle le boulgour, c'est la grosse semoule de blé complète. On a avec ça des fenouilles qu'on cuit à l'eau très rapidement, à l'eau salée. On a du potimarron, c'est une courge qui vient de Chine, qui est entre le potiron et puis ça a un beaucoup meilleur goût que le potiron. Et puis on a des carottes et de navets, mélange carottes-navets. Donc vous avez les légumes cuits et puis en crudité, vous avez du chou râpé avec des carottes râpées. Alors les gâteaux sont faits comme des recettes de grand-mère, c'est-à-dire avec des œufs, du lait, du beurre, enfin comme les recettes anciennes. On fait tout comme à la maison. Quels sont les grands principes alimentaires d'un végétarien? Alors, voilà, le végétarien s'abstient de chair animale, c'est-à-dire qu'il ne mange ni poisson ni viande. Bon, à part ça, on consomme des œufs, des produits laitiers, et puis tout ce que vous mangez aussi, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes végétarien? Alors, je suis végétarien depuis 35 ans. La raison première, c'est de ne pas tuer d'animaux pour me nourrir. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me refuse à faire. Ça, c'est la raison principale. Et puis enfin, bon, c'est pour la santé, les études scientifiques ont montré que c'était plutôt bénéfique pour la santé de consommer peu de viande, et même pas du tout. Alors pourquoi pas, tant mieux même, je dirais. Cela fait 60 ans que vous êtes végétarien. Alors il y a 60 ans, quelle a été votre motivation pour vous mener vers le végétarisme? J'ai eu toujours, dès ma plus tendre enfance, une sorte de dégoût, d'aversion pour la viande. Sans doute lorsque j'ai réalisé qu'en fait c'était des cadavres des animaux, c'était de la charogne. Alors j'en avais l'aversion, ma mère m'obligeait à manger de la viande. J'ai protesté toujours et dès que je me suis émancipé, c'est-à-dire vers l'âge de 15-16 ans, j'ai cessé catégoriquement de manger de la viande et du poisson. Et depuis, je peux dire que je n'en ai pas mangé. Et ce n'est pas un régime que je cherche à suivre, c'est avant tout une question de goût. Est-ce que durant ces années, vous avez eu des conséquences positives ou négatives sur votre santé, du fait de ne pas manger de poisson ni de viande? Eh bien, il y a quelques mois, cette année, j'ai décidé de faire une traversée de l'Europe. Tout le monde me disait que je ne tiendrais pas le coup. Et toujours est-il que je pense que si je souffrais des carences d'anémie, je ne serais pas en mesure de parcourir à bicyclette avec les bagages quelques 8000 kilomètres. Est-ce que depuis 10 ans que vous êtes végétarienne, vous avez parfois eu l'impression d'être fatiguée? Non, je n'ai jamais eu ce sentiment. Par contre, je dirais que ça m'était arrivé avant d'être végétarienne, et c'est vrai que depuis 10 ans, j'ai une forme assez bonne. Vous avez eu 3 enfants. Est-ce que vous avez conservé le même régime alimentaire durant vos grossesses? Les 2 dernières, j'étais végétarienne et je me suis très bien portée. J'ai même bien grossi. Mes bébés étaient en forme, enfin il n'y a pas eu de problème particulier. Bon, l'aîné est devenu végétarien au bout de quelques années, après avoir mangé de la viande. Et les 2 dernières, donc, ont été végétariennes, enfin sont végétariennes de naissance, donc
n'ont jamais consommé de viande. Et comment s'est passée leur croissance? Effectivement, mon fils petit avait assez souvent des rhumes. Bon, ça, tout le monde en a, bien sûr, hein, mais des otites. Par contre, mes fils est arrivé très, très rarement. C'est arrivé aussi, hein, on n'est pas... c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on est forcément complètement immunisé contre toute maladie, mais disons que c'est arrivé vraiment très, très rarement. Je ne suis jamais allée voir le médecin spécialement pour mes enfants. Je crois qu'avec le régime végétarien, on vieillit moins vite et puis on garde une certaine souplesse d'articulation du fait qu'on ne souffre pas d'un excès d'acide urique qui se dépose justement dans les articulations et qui est une des causes d'arthrose, de rhumatisme, etc., qui frappe surtout les personnes âgées. Alors, avant que vous ne répondiez sur les régimes et les carences que ça peut éventuellement générer, moi je vous propose un deuxième reportage. On a vu les végétariens, je vous propose de voir les végétaliens et les adeptes de la macrobiotique. Là, on va le voir et on va le comprendre et ça méritera peut-être un commentaire ensuite. C'est quand même beaucoup plus dur et beaucoup plus restrictif. Regardez. Je me suis dit, je respecte les chats, les chiens, les oiseaux, les poissons rouges, je ne vois pas pourquoi je ne respecterais pas les autres animaux. Donc c'est ce qui m'a fait évoluer dans mon premier pas à ne plus consommer de viande, sachant que la viande, ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel, mais c'est tout simplement un animal qui a été sensible, qui a souffert et qui a été abattu. Et je n'ai plus non plus mangé de poisson, parce que le poisson est un animal qui a un système nerveux complexe, lui aussi, et qui, dès qu'il est enlevé de son milieu, eh bien, a les bronchies donc, qui sont brûlées par l'oxygène. Au début, c'était assez intéressant, assez curieux. C'était une période de test. Je me demandais comment j'allais faire personnellement. Mais vraiment, je n'ai pas cédé parce que je me suis dit, je dois pouvoir vivre sans faire souffrir. Ce qui a fait que je me suis abstenu. Ça fera 10 ans, le printemps prochain, de consommer un quelconque produit animal. Quels sont les principes alimentaires que doit respecter un végétalien? Un végétalien est quelqu'un qui ne se nourrit d'aucun produit et sous-produits animaux, ou en l'occurrence, il ne mange pas de viande, et aucun sous-produit, ni lait, ni œufs, ni fromage, ni miel, ni tout produit qui provient donc d'un animal. Comment obtenez-vous l'équilibre nutritionnel indispensable? Eh bien, tout simplement en mangeant le plus varié et le plus consistant possible. Je compense tout ce qui peut être aussi produit laitier par du lait de soja. C'est un lait très riche qui contient les 8 acides aminés que le corps ne peut pas produire et qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Et je consomme en général 1/4 de litre de lait. Donc en fait, la seule chose à laquelle je veille, c'est un apport quotidien consistant en lumière solaire, qui permet de synthétiser de la vitamine D, ainsi qu'un apport en céréales et en levure de bière. La levure de bière permet donc d'obtenir la vitamine B12, qu'il est difficile sinon de trouver dans une alimentation qui ne contient pas de produits animaux. Donc ce sont les deux seuls points auxquels les végétaliens doivent faire attention. La vitamine B12 et la vitamine D. En faisant attention à tout ceci, vous êtes certain de ne pas être carencé du tout? Je ne ressens rien de particulier, si ce n'est que je me trouve même plus résistant, plus alerte, plus vif. Je suis à même d'avoir une production intellectuelle intense. Est-ce que ça peut parfois être un handicap dans la vie sociale lorsque vous êtes invité à dîner, par exemple? Si l'on vous sert de la viande, qu'est-ce que vous faites? J'évite en général de manger avec des gens qui consomment de la viande pour éviter un certain malaise à table et que je passe pour un trouble fait. Donc, je m'abstiens tout à fait de ça. Et c'est vrai que le cercle est assez réducteur. Vous avez moins d'amis, mais vous avez des amis au moins avec qui vous vous entendez et avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Cela fait 10 ans que vous êtes végétarienne, mais auparavant vous avez été végétalienne pendant 5 ans. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé de mode alimentaire? Bon, j'ai manqué de prudence, j'ai manqué d'informations suffisantes. Et au bout de quelques années, j'ai effectivement fait une carence qui m'a amené à modifier mon régime. Bon, ça s'appelle une anémie, mais au lieu d'être férique, comme c'est souvent le cas, ça s'appelle une anémie pernicieuse, la carence en B12. Et concrètement, qu'est-ce qui se passait? Moi, je me sentais faible, affaiblie, mais je ne savais pas pourquoi. Et sans force, mais je ne comprenais pas pourquoi. Est-ce que ça signifie que le régime végétalien peut être dangereux? Oui, je crois qu'il peut être dangereux s'il est mal conduit. Il doit être bien équilibré. Moi, je l'ai fait très brutalement, je peux dire presque du jour au lendemain. Et ça, c'est pas bien, parce que l'organisme, c'est trop brutal. Et il met un temps à s'adapter.
quels sont les principes alimentaires d'un macrobiotique? C'est basé sur une philosophie extrême-orientale, chinoise, et qui était introduite en Occident, et notamment en France, par un Japonais. Mais est-ce que vous pouvez quand même me donner un exemple type de repas que vous servez dans ce restaurant qui est macrobiotique? Par exemple, il pourrait y avoir une assiette avec du riz complet, biologique chez nous, des légumes qui pourraient être, par exemple, un légume racine qui pourrait être carotte, un légume vert qui pourrait être poireau ou chou, des algues. Alors ça, les algues, évidemment, c'est peu connu, les algues. C'est vraiment spécifique comme macrobiotique, des lentilles ou des haricots ou des pois chiches, par exemple. Et puis des crudités diverses, en général en petite quantité. Ça peut être des carottes râpées, ça peut être une salade verte, ça peut être en principe mieux non acide, c'est-à-dire pas le genre tomate. Et dessert, alors dessert plutôt des fruits cuits. Il y a 20 ans, qu'est-ce qui a motivé votre choix? J'avais physiquement un problème de santé ou plusieurs problèmes de santé et je cherchais quelque chose qui puisse m'en sortir. Vous aviez des problèmes de santé de quelle nature? Rhumatismaux et respiratoires. Respiratoire, je veux dire angine chronique, et j'ai commencé à 20 ans à avoir de l'arthrite dans les genoux, douloureuse. Donc vous changez de mode alimentaire? C'est-à-dire qu'à partir du moment de l'année même où j'ai mangé macrobiotique, où j'ai commencé cette alimentation, ça a été terminé. En 24 ans, plus jamais une seule angine. Les rhumatismes, c'était un peu plus long. Au bout de combien de temps? 2 ans à peu près. Voilà, alors là je crois qu'on est vraiment au cœur de notre sujet, c'est le problème des régimes et d'éventuelles carences, éviter d'ailleurs ces carences pour être en bonne santé. Là il ne s'agit plus simplement d'associations d'aliments ou d'aliments qui pourraient générer des maladies comme les maladies cardiovasculaires, il s'agit carrément de prendre garde de ne pas avoir des régimes qui font qu'on n'a pas les éléments suffisants pour vivre normalement. Ces régimes-là, qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qu'on vient de voir, on parlera des autres avec Anne, mais ceux-là, le végétarien et le végétalien. Le végétalien, c'est coriace, c'est ce que je disais. Le régime végétarien, à l'opposé du végétalien, c'était très bien exprimé. Je crois qu'il faut faire la différence. Et sans danger. Il est sans danger. Et au niveau de la cancérologie, je suis cancérologue, incontestablement, les résultats montrent qu'il y a beaucoup moins de cancers chez les végétariens. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser les gens à devenir tous végétariens, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un changement d'alimentation avec une orientation, si vous voulez, vers davantage de végétaux, vers moins de viande rouge, plus de viande blanche, enfin, ce que nous avons dit tout à l'heure. Mais je pense que sur le plan de la cancérologie, les résultats sont nets et il faut que nous puissions les recherches en ce domaine. Contact, ça c'est bien, mais alors le végétalien par contre... Monsieur Bourg. Pas d'information supplémentaire, les végétariens font moins de cancers. Ce n'est pas parce qu'ils sont végétariens, c'est parce qu'eux aussi ils ne fument pas et ne boivent pas. Donc il ne faut pas faire un raccourci rapide en disant qu'ils sont en meilleure santé parce qu'ils sont végétariens. Oui, mais il y a eu les études qui ont fait, qui ont vérifié ce que J'ajouterais un facteur supplémentaire de protection, c'est qu'ils mangent moins de calories, parce que j'ai pas vu beaucoup d'obèses dans les gens que vous nous avez présentés, même pas de gens un peu enveloppés. Or, il est parfaitement démontré qu'une réduction d'ingestion calorique globale, et ça marche très très bien chez l'animal et chez toutes les espèces, réduit la fréquence de la plupart des cancers, allonge la durée de vie moyenne, et donc je crois que ça c'est un facteur favorable qui fait que même dans les cas les plus délicats sur le plan nutritionnel, le bilan n'est pas trop défavorable. Monsieur Bélèche. Il faut signaler aussi que le régime végétarien est une indication dans la polyarthrite rhumatoïde. On s'est rendu compte que la suppression de la viande entraîne un espacement des poussées, et ça c'est indiscutable. La deuxième chose, c'est que la plupart des végétariens vous diront « je ne suis jamais fatigué ». Ça nous a intrigués, nous cliniciens. En fait, pourquoi? C'est parce qu'ils consomment énormément de légumes et ils les épluchent peu, ils les épluchent pratiquement pas. Ce qui fait qu'ils absorbent une quantité d'oligo-éléments qui est au-dessus de la normale, de la consommation moyenne des individus. Et ça, c'est une notion très importante, on y reviendra tout à l'heure. Vous êtes très pour, hein, quand même. Alors, à la limite, on peut se passer de viande ou quoi, Monsieur Ekberg? Juste une petite réserve. Vous avez tout de même que le végétarien... Vous êtes végétarien, vous, ici, au fait, parce que... Moi, non, parce que je crois tout de même que la diversité est un facteur d'enrichissement à la fois nutritionnel et bien au-delà de la nutrition. Mais je crois tout de même que ce qui était intéressant dans le document que vous avez présenté, c'est que nous avons eu affaire à des végétariens qui connaissent, qui supplémentent ou complémentent leur alimentation. Une des personnes interviewées rajoutait de la levure de manière à améliorer l'apport de certaines vitamines. Je crois que ça c'est très important. Il n'est pas simple d'être végétarien si on veut être un végétarien en réelle bonne santé. Et on a un bon exemple. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde,
dans l'ensemble du tiers-monde où l'alimentation est souvent végétarienne pour des raisons quelque peu forcées, où là il n'y a pas possibilité de se complémenter, de se supplémenter, il y a tout de même des grandes carences sévères. Donc je pense tout de même qu'il faut émettre une certaine réserve. On peut être végétarien, être en bonne santé si on fait particulièrement attention, mais il y a quand même un certain nombre de risques mineurs en certaines déficiences si on est strictement végétarien. Alors, le végétalien, par contre, là, M. Fricker avait amorcé la conversation, apparemment vous êtes beaucoup plus dur et réservé. Le végétalien, d'une part au niveau vitamines, mais également beaucoup au niveau protéines, parce qu'il y a quand même des protéines d'animal qui sont relativement indispensables. Et si on ne mange pas de laitage, si on ne mange pas de poisson, si on ne mange pas d'œufs, il va y avoir un certain manque de protéines. Ou alors il faudrait vraiment encore mieux connaître la nutrition, ça peut dire que le végétarien, et associer les légumineuses, les légumes secs, les lentilles au riz d'une façon extrêmement précise. Mais pour un bon équilibre, vous dites qu'il faut effectivement un apport de protéines. Bon là, effectivement, ils s'interdisent les protéines animales, c'est-à-dire tout ce qui vient de la viande, des laitages, etc. Mais en revanche, ils ont des protéines végétales. Elles n'ont pas les mêmes qualités nutritionnelles. Si on les associe bien, si, mais comme l'a très bien dit Serge Ekberg, c'est plus délicat, il faut vraiment très bien s'y connaître. Et il y a quand même certains oligo-éléments et certaines vitamines qu'on ne trouve pas dans les végétaux. Alors justement, est-ce que ces végétaliens ne sont pas terriblement carencés dans certaines vitamines? Monsieur Ekberg, Monsieur Joyeux? Oui, je crois qu'on dispose maintenant d'études qui montrent qu'il y a un risque non négligeable de certaines carences en certaines vitamines, en certains minéraux chez des personnes qui ont un stricto sensu appliqué des règles d'exclusion drastiques. C'est particulièrement vrai dans des groupes de population dont les besoins peuvent être considérablement augmentés. C'est particulièrement le cas chez les jeunes enfants et on voit chaque année de façon assez dramatique des malnutritions sévères. Ça fait la une des chroniques de temps en temps, mais ce sont des choses qui sont importantes. On le voit également chez des adolescents qui ont des besoins considérablement augmentés compte tenu de la croissance, qui là aussi risquent d'avoir plus de difficultés. Chaque jour, chaque mois, on découvre un peu plus les vertus de telle ou telle vitamine. Et dans les vitamines, je dirais peut-être un peu plus à la mode en ce moment, il y a la vitamine E. Là, c'est peut-être aussi M. Dubertret qui peut en parler. On l'a même appelée, cette vitamine, la vitamine de longévité. Alors, est-ce qu'il y a dès maintenant des vitamines qui ralentiraient notre vieillissement? Alors, si vous voulez, la vitamine E, c'est une vitamine qui va c'est une molécule qui va se mettre dans les membranes dont on a parlé tout à l'heure, et qui va empêcher les phénomènes d'oxydation, de rancissement des membranes, qui va diminuer donc un certain nombre d'effets oxydants dans les cellules. Alors lorsqu'il est en quantité insuffisante, ça favorise tous les dommages d'oxydation et tous les rancissements des graisses dans l'organisme qui jouent un rôle. Mais à tous les niveaux de l'organisme, là. Dans toutes les cellules où il est présent, donc ça va diminuer les phénomènes de vieillissement et ça va freiner peut-être en culture et chez l'animal, chez l'homme on ne sait pas, certaines apparitions de cancer. Lorsqu'on en donne un petit peu plus, ça va toujours bien. Lorsqu'on en donne encore un peu plus, il y a peut-être d'autres effets qui sont en train d'être recherchés actuellement, qui sont peut-être intéressants mais qu'on connaît très mal. Et lorsqu'on donne vraiment trop, ça augmente les processus d'oxydation au niveau des cellules. En attendant de la donner sous forme de, je ne sais pas, de médicaments, où est-ce qu'on la trouve cette vitamine E? Où est-ce qu'on la trouve dans l'alimentation? Monsieur Fricker? Dans les céréales complètes, dans le germe de blé, dans les huiles, dans pas mal de végétaux également, des légumes en fait. C'est vrai que nous avons parlé d'un certain nombre de carences qu'il pouvait exister dans les habitudes alimentaires des végétariens, des végétaliens et même des macrobiotes. Mais M. Fricker, quand on entame alors là un régime amaigrissant et que notamment on choisit de faire ce qu'on appelle des régimes dissociés ou des régimes uniquement avec un aliment, est-ce que là on ne risque pas des carences graves? Oui, alors là il y a un risque important. Le principal c'est la carence en protéines. Lorsqu'on se met à manger que des légumes ou que des fruits, il y a eu la mode du régime pamplemousse, du régime ananas. Si on ne consomme pas régulièrement et chaque jour et à chaque repas, soit de la viande, soit un peu d'œuf, soit du poisson ou éventuellement des céréales, des pâtes ou des lentilles, à ce moment-là, la base même de nos cellules, les protéines, les briques de nos cellules vont disparaître, vont fondre avec des risques cardiaques et un risque de décès, de mort par arrêt cardiaque qui peut survenir dans quelques jours. Et en plus, on perd ses muscles, donc on est fatigué. Et surtout, on est sûr de tout reprendre après. Parce qu'avec ce type de régime, on va brûler moins de calories. Oui, mais maintenant, dans les régimes, on vous dit systématiquement de bien faire attention justement à l'équilibre des protéines. Je pense notamment à ce qu'on appelle les substituts de repas. On vous dit toujours qu'ils sont équilibrés en protéines. Oui, ce qui est beaucoup mieux que de sauter un repas ou que de ne pas manger de protéines. Et à moyen terme, les régimes amaigrissants, qu'est-ce qu'ils peuvent provoquer? Alors, les régimes amaigrissants qui sont pauvres en glucides, pauvres en pâtes ou en féculents et qui sont riches en graisse, font maigrir mais font perdre plus de muscles et moins de graisse qu'il ne faudrait. Ce qui fait que là aussi, il y a un risque de fatigue et surtout, il y a un risque plus important de reprise de poids après. Mais il y a un risque d'apparition de maladie, M. Ekberg? De maladie, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des risques de carence minérale et vitaminique nette qui ont bien été démontrés.
Comme le disait Gérard Pascal, on mange moins aujourd'hui, c'est un facteur de risque général pour l'ensemble de la population pour réduire les apports de vitamines et de minéraux. Et quand on le fait encore plus volontairement, qu'on diminue l'apport de calories, il est clair qu'il y a une liaison mathématique entre la quantité d'énergie que nous consommons et la quantité de vitamines et de minéraux. Avec 1500 kcal par jour, on couvre difficilement la plupart des besoins vitaminiques et minéraux. Alors dans l'équilibre, on parle bien sûr beaucoup des vitamines, mais on parle aussi beaucoup aujourd'hui des oligo-éléments, des sels minéraux. Alors quel est l'intérêt, Monsieur Bellèche, vous êtes un spécialiste des oligo-éléments, ces oligo-éléments, on en a besoin, ils nous protègent de quoi? On les donne d'abord pour se défendre des maladies dégénératives, dont l'arthrose. Un traitement préventif d'oligo-éléments stoppe le processus arthrosique, avec des résultats qui sont indiscutables. Les oligo-éléments également, et notamment, on a l'exemple de la maman tout à l'heure qui nous parlait de ses enfants qui faisaient, lorsqu'elle a fait un régime très riche en légumes, donc en apport d'oligo-éléments, elle avait constaté que ses enfants ne faisaient pas d'infection saisonnière. En effet, vous savez que l'association manganèse-cuivre est un traitement préventif des infections rhinopharyngées chez l'enfant avec des résultats qui sont absolument remarquables, à tel point que maintenant c'est pratiquement généralisé dans les services de pédiatrie. Bon, je crois que nous avons fait un petit peu le tour sur l'intérêt des vitamines, des oligo-éléments et des sels minéraux. Et là, nous allons aborder un tout autre thème qui est l'hygiène alimentaire, qui, je crois, de toute façon, est un thème effectivement capital, car on a envie de savoir si ce qu'on retrouve tous les jours dans notre assiette est tout à fait de bonne qualité et de bonne fraîcheur. Alors, surtout que depuis quelques temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a visiblement une recrudescence d'un certain nombre de maladies qui ont pour nom l'hystériose, salmonellose et encore en ce moment la trichinose qui est donc due à la viande de cheval. Donc on est en droit de se demander s'il y a des raisons de s'inquiéter. L'équipe de Santé à la Une a voulu en savoir un peu plus et est allée enquêter avec les services sanitaires et a suivi donc ces équipes dans les restaurants, dans les commerces et même dans les halles de Rungis pour voir si les produits qu'on nous proposait étaient de bonne qualité et de toute fraîcheur. Regardez. Quelles sont les différentes actions que vous menez dans le domaine alimentaire pour préserver la santé de la population? Et nous avons une action de prévention et également une action de vérification des produits qui sont mis sur le marché. Et nous vérifions par exemple que les produits mis en vente ne contiennent pas de germes pathogènes ou ne contiennent pas d'additifs interdits qui seraient nocifs pour la santé de la population. Et nous vérifions l'hygiène des locaux, l'hygiène des produits, c'est-à-dire leur mode de conservation. On va aller derrière et on vous demandera de prélever les produits qu'on a sélectionnés et de les mettre dans des bocaux stériles. Une tranche de saumon farci. Alors avec l'ustensile que vous utilisez ou avec les mains, Combien d'inspecteurs travaillent pour vous? Eh bien, dans le domaine alimentaire, sur Paris, proprement dit, Paris intramuros, il y a une quarantaine de personnes qui font des contrôles en matière alimentaire. Que ce soit à la fois les restaurants, les cafés et les établissements vendant des produits à consommer chez soi. C'est-à-dire combien d'établissements? Écoutez, globalement, on peut considérer qu'il y a à peu près 20 000 établissements qui vendent des produits que l'on peut consommer à Paris. Ah, ça, c'est intéressant de prendre. C'est du civet de sanglier. Civet de sanglier. Donc, vous me prenez ce plateau et un plat et on va faire des prélèvements à l'extérieur. D'accord. Comment s'effectue une visite dans un restaurant? Selon 2 critères. Sur plainte, nous intervenons sur plainte, donc il y a déjà eu un problème, pas toujours fondé, mais ça permet de voir l'établissement dans son ensemble, et sur notre propre initiative, puisque chaque contrôleur donc, est responsable d'un arrondissement. C'est bon. Nous y allons totalement à l'improviste. Nous rentrons et nous allons vite vers les cuisines. Et souvent, un seul coup d'œil nous permet de voir si l'établissement est bien tenu ou non. Ensuite, nous regardons le produit lui-même. Nous regardons s'il est en bon état, si la viande est belle, si les dates limites de consommation sont bien respectées. Et ensuite, selon le produit, nous pouvons faire des prélèvements bactériologiques. Les glaçons. Ça pour le laboratoire de température. Je vais vous faire signer ce procès-verbal de prélèvement d'échantillons. Nous allons directement au laboratoire de police pour qu'ils fassent les analyses adéquates.
Donc vous aurez les résultats d'ici 1 à 2 semaines. Et puis voilà, si jamais il y a un problème, on vous contactera bien sûr avant. Est-ce que vous pensez que la peur de ces contrôles donc, est utile dans la restauration? Elle est nécessaire parce que moi, tous les ans, quand j'ai un contrôle, il y a des choses, je fais un peu plus attention après, que je fais, puis même pour le personnel. Là, pour le personnel, c'est bien. Ça les tient et ça me permet de les tenir bien, de les avoir à ton niveau pour l'hygiène et tout ça. Bruno, viens s'il te plaît. C'est les dates de péremption qui sont dépassées, c'est-à-dire il fallait vendre jusqu'à le 24/11/93. Donc c'est la date, je te les consigne. Vous êtes responsable à Rungis des services vétérinaires. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle pour préserver la santé publique? Alors nous avons deux rôles sur ce marché. Nous avons premièrement un rôle de contrôle des denrées alimentaires qui sont mises en vente. Et deuxièmement, nous contrôlons l'hygiène de la préparation, l'hygiène des conditions de stockage, d'entreposage et de mise en vente des produits sur ce marché. Donc c'est ainsi que sur ce marché, sur un total de 500 000 tonnes de produits exposés à la vente dans les pavillons viande d'animaux de boucherie et de volaille, nous retirons environ 500 tonnes de produits. Nous pouvons d'emblée retirer de la consommation lorsque l'aspect, si vous voulez, ne fait aucun doute sur l'état de conservation du produit. Par contre, lorsque certains produits sont présentés à la vente et que l'aspect, si vous voulez, visuel ne permet pas donc, de donner un avis définitif, nous pouvons faire appel au laboratoire. Dans ce cas-là, nous effectuons des prélèvements en consignant les lots dans l'attente du résultat du laboratoire. Si le résultat du laboratoire est mauvais, nous retirons le produit de la consommation et nous le détruisons. Nous allons effectuer sur ces échantillons des analyses à la fois bactériologiques et chimiques. Les analyses bactériologiques visent d'abord à déterminer la qualité hygiénique du produit, c'est-à-dire s'assurer qu'il est exempt de micro-organismes pathogènes tels que Salmonella, Listeria, Staphylocoque. Pour les analyses chimiques, nous allons donc effectuer des recherches de résidus médicamenteux. Nous allons également faire des recherches d'index de fraîcheur et parfois rechercher des substances toxiques dans certains cas, telles que histamine dans certains poissons par exemple. Les découvertes que vous avez pu faire sur le marché de Rungis ont permis d'éviter des catastrophes? Le simple fait que nous soyons là, le rôle dissuasif de nos interventions permet d'éliminer un certain nombre d'anomalies qui seraient sans doute très graves. Et il est vrai que fréquemment on élimine du marché des produits qui, s'ils étaient consommés, pourraient présenter quelques risques. Alors, il ne faut pas affoler les gens. Il y a quand même au niveau de nos producteurs et au niveau de nos distributeurs un sentiment très fort de veiller à la santé du consommateur. Bien, alors messieurs, avant de voir en détail les questions concernant les conservateurs, les addictifs et puis les détails de la vie quotidienne en matière d'alimentation, une question plus générale quand même. On parle beaucoup de salmonellose depuis un certain temps et d'autres maladies dues vraisemblablement à des défauts d'hygiène alimentaire. Est-ce que c'est parce que la presse s'y intéresse plus ou est-ce que parce qu'il y a réellement une dégradation de l'hygiène alimentaire? Là, on a vu un certain nombre de précautions, d'inspections qui sont qu'on a pu voir dans ce reportage. Pour autant, c'est peut-être pas toujours suffisant, puisqu'apparemment, notamment dans les collectivités, parfois il y a des aliments qui sont ni très frais, ni très bien conservés. Est-ce que c'est une dégradation, M. Ekberg, ou est-ce que c'est encore une fois parce qu'on s'y intéresse de plus près et qu'on est plus soucieux de la qualité aujourd'hui? Je pense tout de même qu'il est clair que beaucoup de choses se sont améliorées, à la fois par les systèmes de contrôle qui sont mis en place et par la déontologie des producteurs qui ont quand même intérêt à maintenir les consommateurs en vie. On est peut-être plus attentif en tant que consommateur. On a plutôt intérêt à les maintenir en vie, ça, oui, ça, de manière générale, effectivement, oui. Donc je pense qu'on veille beaucoup plus et on est beaucoup plus exigeant sur ce genre de problème. Donc, alors pourquoi ces épidémies de salmonellose, de listériose, M. Flecker? Oui, alors effectivement, je ne crois pas qu'il y en ait plus qu'avant. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, au niveau médical, on les diagnostique mieux. Avant, des gens étaient malades et puis on ne savait pas très bien pourquoi. Et puis, soit ils mouraient, soit ils guérissaient. Oui, parce qu'il y a des maladies qui sont mortelles. La salmonellose, il y a eu des cas noirs. Absolument. Maintenant, on arrive plus facilement à détecter ces maladies.
Et lorsqu'elles sont là, on arrive à mieux les traiter. Alors, les épidémies, il y a un risque avec tout aliment. Un aliment est une denrée qui est fraîche, qui est vivante, et qui va se dégrader si on ne la conserve pas dans certaines conditions. Et lorsque c'est le cas, il y a effectivement un risque qui survient, qui n'est pas plus important qu'avant, mais qui est bien présent. Il y a une chose qui nous inquiète tous plus ou moins, c'est qu'on sait que pour conserver ces aliments ou les préparer, aujourd'hui on fait appel à un certain nombre d'additifs, de conservateurs. Bien entendu, en ce qui concerne, je dirais, les fruits, les légumes, on utilise des engrais, des pesticides. Est-ce qu'à moyen terme, toutes ces substances ne risquent pas d'être mauvaises pour la santé? Je voudrais dire que toutes les nouvelles technologies qu'on peut utiliser, l'irradiation des fraises pour qu'elles se conservent plus longtemps, l'irradiation des pommes de terre pour qu'elles ne germent plus, l'utilisation d'additifs divers, on a évoqué tout à l'heure des épaississants, des gélifiants, des conservateurs. L'évaluation toxicologique de ces substances suppose quand même des recherches de longue haleine, extrêmement coûteuses et je pense extrêmement sérieuses. Elles sont sans doute insuffisantes, en particulier pour ce qui concerne les effets à long terme de ces additifs alimentaires. Ça veut dire qu'en ce qui vous concerne, il y a quoi? Il y a doute ou a priori, il y a franchement très peu de danger, Monsieur Joyeux? Moi, je dirais qu'il ne semble pas y avoir de danger pour le court terme, ce que nous disons, pour le long terme, point d'interrogation. Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce que vous allez manger un jour un aliment qui a été conservé d'une façon qui n'est peut-être pas idéale que vous allez avoir un cancer dans les années qui vont suivre. Donc, c'est très difficile et vous nous posez des questions très précises. Nous ne pouvons pas vous répondre aussi précisément que vous le souhaiteriez. Sinon, nous sommes malhonnêtes scientifiquement, vous comprenez? Bon, écoutez, tout ça est assez passionnant, mais on a encore beaucoup de questions à vous poser, de vie quotidienne d'ailleurs, sur l'alimentation à la maison, comment conserver ces aliments, comment les réfrigérer simplement, et puis les formes de cuisson, il y en a-t-elle de dangereuses, tout simplement. On le verra après la publicité. À tout de suite. Avec la suite de l'alimentation et la santé, donc thème de ce soir. Alors on a vu donc que précédemment, on pouvait considérer qu'on était relativement bien protégé concernant l'hygiène et la qualité des aliments que l'on retrouvait dans notre assiette. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser à tous, messieurs, si effectivement les précautions sont prises au niveau industriel, au niveau contrôle, est-ce que les erreurs, ce n'est pas nous qui le faisons à la maison? C'est-à-dire une fois qu'on a acheté le produit, une fois qu'on va le placer dans son frigidaire, est-ce qu'on ne prend pas quelques risques à les garder quelquefois un peu trop longtemps ou à dépasser certaines dates limites, par exemple? Monsieur Fricker. Ah oui, on a tout intérêt à consommer assez vite les aliments frais que l'on achète, dans les 48 heures, à les conserver au frais. Il y a également un point important, pratique, c'est le fait de laver les légumes. Lorsqu'on laisse les légumes assez longtemps dans l'eau pour les laver, à ce moment-là, il va y avoir une fuite de certaines vitamines et de oligo-éléments vers l'eau, qui en fait ensuite va être perdue. Donc on a intérêt plutôt de laver les légumes donc, à eau courante de façon rapide. On a intérêt également, pour garder les oligo-éléments et pour garder les vitamines, à cuire les aliments avec leur peau. Par exemple, les pommes de terre, si vous les cuisez dans l'eau, vous avez tout intérêt à les cuire, à les mettre dans l'eau avec leur peau, et ensuite à les éplucher, plutôt que de les cuire épluchés. Que dire des cuissons? Alors, est-ce que définitivement le micro-ondes, on peut le déculpabiliser à tout jamais? Je veux dire que ça n'est pas dangereux, Monsieur Pascal? À tout jamais, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, momentanément. Pour une bonne part, vous savez que cette affaire avait démarré par une publication d'un pédiatre autrichien dans une grande revue médicale qui avait publié que le lait réchauffé dans des biberons pour les bébés risquait d'être tout à fait toxique, voire cancérogène. Ils peuvent brûler, ça par contre, ils peuvent brûler. Alors ça, ils peuvent brûler, on le savait tout à fait. Bon, alors on a découvert aussi que si on utilisait un four à micro-ondes comme l'utilise le chimiste, pour faire de la chimie, c'est-à-dire à très haute température et sous pression, c'est vrai que le lait dans le biberon se décompose. Oui. Mais que si on l'utilise comme la mère de famille doit l'utiliser, en prenant garde à ne pas brûler son enfant, il n'y a absolument aucune transformation des acides aminés, puisqu'il s'agissait là des protéines du lait, absolument aucune autre transformation que celles qui se produisent lorsqu'on chauffe le lait à la température adéquate.
Monsieur Joyeux, la cuisine au téflon, il a couru les mêmes rumeurs que le barbecue, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait risque, là risque aussi, de cancer. c'est un excès dans la mesure où il y a un excès de température. À partir de ce moment-là, vous avez des produits qui peuvent être toxiques, qui peuvent être consommés dans l'alimentation. C'est pour cette raison qu'il y a une orientation vers la cuisson à la vapeur douce, mais il ne faut pas non plus dire il n'y a que la cuisson à la vapeur douce. Mais il est certain que la cuisson à la vapeur douce qui ne dépasse pas les 100 degrés altère le moins possible l'aliment, lui permet de conserver ses qualités de goût et en même temps les qualités avec les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments. Donc ça, c'est un point intéressant. Ce qui me paraît important à souligner, c'est la cohérence santé. Ce que j'appelle la cohérence santé, c'est que finalement, les conseils que nous donnons pour la prévention des maladies cardiovasculaires, vous retrouvez les mêmes conseils pour la prévention des cancers. Et c'est quand même intéressant de voir que l'organisme reste cohérent face aux conseils qu'on peut lui donner. Bien, ben je vous remercie. De toute façon, vous pourrez poursuivre cette conversation, Anne, demain sur Europe 1 avec Jean-François Rabillou à partir de 18h15, je crois, dans Découverte Santé. Oui, et en posant toutes vos questions, alors là, à partir de 16h, en téléphonant au 42 32 14 14, et donc un certain nombre de nos invités répondront à vos questions. Voilà, ça c'est entre 18h15 et 20h, je crois, sur Europe 1. Donc. Et puis, pas sur Europe 1, mais dans toute la France, sur toutes les chaînes, il va y avoir une très grande opération d'immense solidarité. L'opération des pièges jaunes, je crois, qu'on connaît bien maintenant, qui aura lieu à la fin du mois, mais qui va commencer dans quelques jours. Oui, Robert. Et en fait, cette opération piège jaune, dans laquelle s'associe TF1 déjà depuis 5 ans, donc va démarrer là incessamment sous peu. C'est-à-dire cette opération, vous savez, est destinée à recueillir un certain nombre de pièces jaunes, donc des fonds, dans le but d'améliorer l'accueil des enfants à l'hôpital. Parmi les fonds qui ont été recueillis les autres années, certains ont permis la construction de maisons des parents, permettant comme ça d'accueillir des parents dont les enfants étaient hospitalisés. Ces parents étant en province, c'était difficile d'aménager des salles de jeu, d'offrir des bibliothèques, des téléviseurs, etc. Donc il est important de garder ces pièces jaunes et à partir de demain, de les collecter dans un petit coin, de garder vos pièces de 10 centimes, 20 centimes, 10 francs et bien sûr 20 francs. Et sachez qu'il y a 2 dates importantes à retenir. C'est-à-dire qu'à partir du 10 janvier, vous allez pouvoir retirer ces petites tirelires dans les postes dans lesquelles vos enfants pourront mettre leurs petites pièces jaunes. Et la semaine du 24 au 29 janvier donc de cette année, vous pourrez aller déposer toutes ces petites cagnottes à la poste. Alors je crois que c'est important de le faire car c'est un magnifique rayon de soleil pour les petits enfants malades. Voilà, Robert. Voilà, ben écoutez, bonsoir. Je crois qu'on ne l'a pas fait d'ailleurs depuis le début, alors on va le faire quand même, il est encore temps. Bonne année et puis surtout bonne santé. Au mois prochain. Bonsoir. Absolument, je vous souhaite également une très bonne année et bien sûr une très bonne santé. Au revoir, au mois prochain. Le dossier du mois de santé à la une avec Top Santé, le magazine de la bonne santé.